Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Et d'abord le voyage phénoménal de Zinedine Zidane en Algérie, le pays de ses parents. Première visite en 20 ans, elle a provoqué des scènes de liesse et une gigantesque bousculade à l'aéroport. En France, les employeurs de travailleurs sans papier devront payer une partie des frais des expulsions. Nicolas Sarkozy l'a confirmé aujourd'hui, montant de la contribution entre 3 et 4 000 euros. Politique, la campagne d'affichage surprise de Jean-Marie Le Pen. Elle met en scène une jeune femme de couleur et confirme que le Front National cherche à présenter un visage plus lisse. Au Chili, des centaines de partisans d'Augusto Pinochet ont défilé devant sa dépouille. Le gouvernement a décidé que l'ancien dictateur n'aurait pas droit à des obsèques nationales, mais seulement aux honneurs militaires. Le coup d'éclat d'une entreprise franco-allemande, Eurocopter, filiale de ADS, a vendu plus de 300 hélicoptères de combat à l'armée américaine, un contrat de 2 milliards de dollars. Enfin, la mauvaise humeur du ténor français Roberto Alagna, en pleine représentation d'Aïda à la Scala de Milan. Il a brutalement quitté la scène, furieux des critiques sur sa prestation. Jamais la visite d'un chef d'État ou d'une rockstar n'avait provoqué de tels mouvements de foule. Zinedine Zidane est donc arrivé en Algérie ce matin pour une visite de 10 jours. Il souhaitait, selon ses termes, retrouver ses origines. Il a été fêté au-delà de toutes les prévisions. On a même frôlé le pire à l'aéroport. Envoyé spéciaux Zinedine Boudaoud, Mustapha Belmioud. Une nuée de caméras et puis une apparition. Zinedine Zidane est de retour en Algérie. 20 ans que cet Algérien d'origine n'était pas revenu au pays de ses parents qui l'accompagnent ici. Alors forcément, on s'arrache la star internationale. C'est là qu'on voit la force de l'image qu'est la sienne. Et c'est vrai que pour garder son calme, c'est loin d'être évident. La visite de Zidane est loin d'être calme. Tout est bon pour l'apercevoir. Des centaines de jeunes attendent leur idole. Comme ici, dans le village de Beni Amran, non loin de Boumerdès. Notre fierté, vive Zidane, vive Zidane, vive Zidane, vive l'Algérie. Allez les bons, allez. C'est une fierté pour notre commune ainsi que pour l'Algérie. On souhaite toujours la visite de Zizou. C'est une fête. Zinedine Zidane, retraité du football, n'a rien perdu de son aura. L'ex-capitaine des Bleus inaugure plusieurs centres médicaux réalisés après le séisme de Boumerdès en 2003, plus de 2000 morts. Lui et les autres champions du monde de 98 ont financé ces projets destinés aux enfants d'Algérie. Être l'invité de l'Algérie, c'est quand même un honneur et je suis très heureux d'être ici et parmi toute la population qui est assez digne, qui est toujours resté fier et moi je suis heureux d'être algérien. Le déplacement en Algérie de Zinedine Zidane est digne de la visite officielle d'un chef d'État. Partout où l'ex-capitaine des Bleus passe, c'est la ferveur populaire. Zidane est un symbole des deux côtés de la Méditerranée, un lien entre la France et l'Algérie, alors que les deux pays entretiennent parfois des relations difficiles. En France, c'est un nouvel axe dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les entreprises qui emploient des sans-papiers devront, en plus des poursuites pénales, payer une partie des dépenses engagées pour les reconduites aux frontières. Les arrêtés ont été publiés hier. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, l'a confirmé aujourd'hui. Benoît Bringer, Emmanuel Morel. 3 ans après avoir été adoptée, la mesure entre en application. Nicolas Sarkozy l'a annoncé ce matin lors d'un point sur son action contre l'immigration illégale. Lorsqu'un employeur est convaincu de faire travailler des clandestins, il assumera les frais du retour. Jusqu'à présent, le coût de l'expulsion des travailleurs clandestins par avion ou par bateau était entièrement à la charge de l'État. Ce coût varie selon l'éloignement de 5 000 à 10 000 euros par clandestin. En 2006, 24 000 personnes ont ainsi regagné leur pays d'origine. Coût total pour le contribuable, 180 millions d'euros. Désormais, ceux qui embauchent des clandestins, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, devront contribuer à ces frais. Une contribution qui s'élève en moyenne à 2 600 euros par clandestin. La mesure est bien accueillie par la plupart des employeurs. Nous souhaitons que soit mis fin au travail clandestin, car il pénalise d'autres entreprises qui, elles, payent leurs salariés, payent les charges
Ces nouvelles sanctions interviennent alors que les opérations coup de poing visant les réseaux de travailleurs illégaux se multiplient. En 2006, 2000 employeurs de clandestins ont été arrêtés. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Et à noter que lors de sa conférence de presse, Nicolas Sarkozy s'est prononcé pour la nomination d'un ministre chargé de l'immigration dans son ensemble. Une décision importante pour l'environnement. Après 3 ans de débats acharnés, l'Union européenne va adopter une loi ambitieuse pour contrôler tous les composants chimiques présents dans les produits courants. Beaucoup de ces produits sont soupçonnés de favoriser les cancers. La France est l'un des premiers pays concernés. Jean-Paul Chapelle, Jenny Briffa. Ils sont partout dans notre vie quotidienne, y compris au rayon shampoing. Des produits chimiques comme par exemple le DMDM-identoïne qui peut être cancérogène lorsqu'il est inhalé, mais toujours autorisé. Ils ont tous des noms barbares et on les retrouve dans les lingettes pour bébés ou encore les moquettes ou le plastique des jouets. Un règlement européen va les contrôler en commençant par 30 000 d'entre eux. Désormais, ce sont les industriels eux-mêmes qui devront prouver que ces produits chimiques ne sont pas nocifs. Les produits dangereux ne seront autorisés que si leur avantage est prouvé et si ces produits ne peuvent pas être remplacés par d'autres moins nocifs. Le texte sera voté au Parlement européen malgré l'opposition des écologistes. Cela veut dire qu'il y a des substances chimiques qui ne seront plus autorisées, pour lesquelles on va demander à l'industrie chimique de faire des propositions alternatives. On laisse un espace à l'industrie chimique de continuer à employer des substances dangereuses, parce qu'on fait la différenciation entre les substances très dangereuses et dangereuses. Mais personne ne sait en fait quelles seront les conséquences de substances dangereuses. Donc tout ça, on joue avec l'avenir. Une agence européenne sera chargée de répertorier ces produits à partir de l'an prochain, en commençant par les plus dangereux et ceux produits dans les plus grandes quantités. Et à noter à ce propos que le rapport confirmant la présence d'amiante dans la coque du Clémenceau a été officiellement publié. Plusieurs dizaines d'entreprises sont intéressées par le démantèlement du navire. Le chantier doit démarrer dans un peu plus d'1 an. Et toujours concernant les produits dangereux, les recherches se poursuivent au large de la Bretagne pour retrouver les 13 fûts toxiques perdus par un porte-conteneur pris dans la tempête. Pour ces gros cargos, souvent chargés au maximum, les pertes sont fréquentes en cas de mauvais temps. L'une de nos équipes a pu embarquer à bord de l'un d'entre eux. Dossier signé Alban Mikosi, Frédéric Delarue. Le Fidelio et ses 9000 containers embarqués quelque part dans l'Atlantique Nord. La mer est formée, le vent atteint les 30 nœuds en rafale. Mais tout est sous contrôle. Quelques heures plus tôt, au Havre, il occupait seul un bassin taillé à sa démesure, haut comme un immeuble de 10 étages, 350 mètres de long. Zéro là-bas. Zéro là-bas. Bon, j'ai stoppé le propulseur, vous pouvez prendre la commande en centrale. Le commandant Cour a même supervisé sa construction. Parmi les aménagements originaux, ce poste de pilotage délocalisé. Sur les gros bateaux, il y a toujours une console de commande à tribord et une autre à bâbord. De façon à pouvoir voir le quai et la vue. La sortie du port prendra 30 minutes. Cap vers Rotterdam. Dans les soutes et sur les ponts, 9000 containers. À l'intérieur, la collection printemps du textile, des meubles de jardin. Le fret maritime a toujours une saison d'avance. La composition du navire est connue, son poids déclaré aux autorités. 84 727 tonnes. Et parmi eux, des produits toxiques, inflammables, explosifs. Ils sont particulièrement protégés parce que dehors le temps va tourner. La veille, à 500 km de là, un cargo hollandais en panne de moteur a connu de grandes difficultés. Un autre Suisse a perdu 13 fûts toxiques dans la même tempête. Alors sur le Fidelio, des mesures de prévention sont prises. Jérôme et le Bosco comprendre le responsable de l'entretien du navire. On resserre, on prend la clé. Et on tourne. Celle-là, elle est bien mise. Celle aussi. Donc on vérifie avec la main. Que tous les ridoirs soient bien en position. Jusque tard dans la nuit, parfois en équilibre instable, il va resserrer les quelques 6000 barres de maintien. À l'intérieur, le second capitaine donne ses instructions. Rassemblement de l'équipage au Chief's Office. Il s'agit de consignes de sécurité aux 29 marins embarqués. Comme la loi l'exige, aucune consommation d'alcool au moins 4 heures avant les manœuvres. La nuit tombe, les lumières de Calais répondent à celles anglaises de Douvres. Le trafic est dense. Il faut dire que nous sommes sur la principale route maritime du monde, celle qui relie l'Europe du Nord à l'Asie du Sud-Est.
Principal bénéficiaire, la Chine et par exemple son port géant, Hong Kong. Une ruche active à toute heure. Cette année, le trafic mondial dépassera les 120 millions de boîtes. 80% des échanges mondiaux se font par voie maritime. En attendant, le Fidelio est arrivé à Rotterdam sous une pluie battante. Il est 4h30 ce matin et le déchargement commence à la minute même où le navire coupe ses moteurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Dans 20 jours, il faut être à nouveau en Chine. La mondialisation, c'est avant tout une course perpétuelle. Justice avec l'ouverture à Bobigny du procès d'une bande de bagagistes qui volaient dans les valises à Roissy bijoux, ordinateurs, mais aussi caméscopes ou téléphones portables. Les bagages étaient ouverts à coups de canif. Les vols et le trafic ont duré près de 2 ans pour une valeur de 280 000 €. Caroline Thébault. Ils sont accusés d'avoir volé des montres, du matériel informatique, des téléphones portables et même parfois des valises entières. Ces hommes étaient employés par CBS, une grosse entreprise de tri de bagages de Roissy-Charles de Gaulle. Préjudice estimé 280 000 € en 2004 et 2005. Le système était bien rodé. L'un des bagagistes faisait le guet pendant qu'un autre fouillait des bagages. C'est en tout cas la version de l'accusation qui parle même d'un système mafieux avec des pressions sur d'éventuels témoins. Les passagers ne s'apercevaient du vol qu'une fois arrivés à destination. On est dans un dossier assez particulier parce qu'on a des victimes qui probablement se sont rendues compte du vol à Singapour ou à Washington et qui sont bien en peine de penser que c'est à Roissy que ça s'est passé. On a des victimes théoriques ou plutôt des transporteurs qui ne veulent pas que ça se sache parce que c'est une mauvaise pub d'évidence. Et puis on a des auteurs potentiels qui bien entendu disent « mais moi j'ai rien fait ». Depuis, un autre réseau de pilleurs a été démantelé à Roissy. L'entreprise CBS, elle, a porté plainte, mais préfère se tenir loin des caméras. Les bagagistes encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. À Marseille, 11 marins-pompiers sont jugés pour corruption de mineurs. Ils sont accusés d'avoir organisé dans la caserne des ébats sexuels avec une adolescente et même, pour l'un d'entre eux, de l'avoir obligée à se prostituer. La jeune fille s'était finalement suicidée. Stéphane Despinois, Christophe Larocca sur place. Pas un seul uniforme ce matin, juste des têtes dissimulées. Pour la plupart, l'affaire leur a déjà coûté leur poste chez les marins-pompiers. Tous sont poursuivis pour avoir abusé d'une mineure au cours de soirées fines et alcoolisées. À 15 ans, qu'elle soit peut-être pas consciente, elle, je veux bien, mais pas eux. On est en plus en tant que marin-pompier, il faut quand même pas exagérer, non? Ils sont pas là pour ça. Marin-pompier, ça sauve, ça va pas détruire une vie. Stéphanie était apparemment sensible au prestige de l'uniforme. Elle a 15 ans lorsqu'elle tombe amoureuse du marin-pompier Pierre Loubière. Ce dernier ne tardera pas à lui proposer des soirées sexes, mais selon les jeunes pompiers, elle était consentante. C'est elle qui sans qu'il y ait de discussion, faisait un striptease. C'est elle qui les prenait par la main, les amenait dans la chambre. Donc ce comportement-là déjà révèle un comportement d'une fille majeure. La juge s'étonne des 540 photos pornographiques prises en 2 mois à peine. La défense, elle, assène. Stéphanie n'était pas une fille facile, mais fragile. Stéphanie, elle était fragile, elle était sous tranquillisant, elle était sous consommation de cannabis et d'alcool, puisqu'il y avait du cannabis et de l'alcool aux soirées organisées par Pierre Loubière. L'amant est le principal accusé. Lui est allé plus loin. Il a amené sa jeune compagne à faire le trottoir. Selon son avocat, c'est juste une histoire d'amour qui a dérapé. Il ne faut en rien assimiler cette affaire avec celle d'un proxénète, d'un utilisateur de jeunes filles qui se serait servi d'une proie. C'est pas du tout ça l'histoire. Dans cette affaire, même la justice a des choses à se reprocher. Quelques semaines seulement avant de poursuivre le marin-pompier Pierre Loubière pour corruption de mineurs et proxénétisme aggravé, la justice lui avait confié tout simplement la garde de sa jeune compagne Stéphanie. En bref, l'affaire de l'ouvrier disparu de Nantes, vous vous en souvenez, Taoufik Amri avait été aperçu pour la dernière fois embarqué dans un fourgon de police, la police qui affirmait l'avoir ensuite relâché. Eh bien, 2 témoins, 2 femmes, confirment cette version. Elles disent avoir assisté à la scène. L'enquête se poursuit. Politique, le Front National a dévoilé aujourd'hui les affiches de la campagne de Jean-Marie Le Pen, des affiches qui ont de quoi surprendre. L'une d'entre elles met en scène une jeune femme de couleur, comme si le FN voulait tourner la page des dérapages verbaux pour se refaire une image. Arnaud Boutet, Véronique Saint-Olive, Franck Brisset. Selon le FN, les affiches mettent en scène des figurants bénévoles. Première nouveauté, le logo reste discret. Plus qu'une évolution, cette affiche marque une révolution. Une jeune femme d'origine étrangère. Avec un piercing sous la lèvre, elle est censée symboliser l'échec de l'intégration.
Un certain nombre de Français d'origine immigrée sont conscients, je veux dire, de cet échec et entendent obtenir des réponses. Et pour beaucoup d'entre eux, ils se tournent vers le candidat Jean-Marie Le Pen pour en obtenir. Ce projet de Marine Le Pen n'aurait pas plu à tous les cadres du parti, car lors de chaque présidentielle, le FN en image, c'est avant tout Le Pen. 2002, 1995, 1988, avec auparavant des slogans chocs comme 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés de trop. Depuis quelques semaines, changement de discours. Moi, Jean-Marie Le Pen, je vous invite, vous tous qui aimez la France, à vous réunir autour de ma candidature. Oui, tous, et vous aussi, Français d'origine étrangère. Je vous invite à nous rejoindre. Ce jour-là, à Valmy, Jean-Marie Le Pen s'était affiché comme un républicain en quête de respectabilité. Si Jean-Marie Le Pen, en effet, devient quelqu'un de respectable, revendiquant les valeurs de la République, eh bien, le leader du Front National se dit « je vais pouvoir passer de la barre des 16-17% à celle des 20% et au-delà ». Changement de stratégie ou simple changement d'image, Jean-Marie Le Pen entend surprendre. Au sein du FN, c'est peut-être là un pari risqué. Première affiche également pour le Parti Socialiste et premier slogan, la voici cette affiche, pour que ça change fort, c'est le message, accompagné d'une photo de Ségolène Royal en veste blanche au milieu d'une foule de partisans. Elle sera tirée à 300 000 exemplaires. Et décidément, la politique et la chanson font bon ménage. La candidate a lancé aujourd'hui à Ris-Orangis dans l'Essonne une campagne d'inscription sur les listes électorales, main dans la main, vous le voyez, avec Jack Lang, mais surtout le chanteur Kali, adhérent de fraîche date au Parti socialiste. À l'étranger, d'abord, cette affaire qui émeut toute l'Italie. Un homme de 60 ans, atteint d'une maladie musculaire très grave, réclame le droit de mourir. Dans ce pays, aucune loi ne le permet. L'Église, très influente, s'y oppose. Mais le débat fait rage. À Rome, Samassoula, Karine Guillaume. 5 années que cet homme âgé de 60 ans n'est lié à la vie que par ce tuyau qui lui permet de respirer. Atteint de dystrophie musculaire, Pier Giorgio Welby réclame en vain le droit de mourir. Je vous écris de la prison infâme de mon corps, dans lequel, pour des raisons éthiques, on me séquestre. Cette douloureuse lettre de 4 pages a été envoyée à toute la presse italienne, 3 mois après un premier appel lancé au président de la République. Sa voix avait alors été reconstituée par ordinateur. Se fossi svizzero, belga, olandese, potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo. En Italie comme en France, mettre fin à la vie d'un malade est considéré comme un crime. Le cas Welby a lancé le débat sur l'euthanasie en Italie. L'association qui soutient Pier Giorgio Welby met en avant le fait que sa demande d'être débranché est faite en toute conscience. Ce n'est pas un ministre, un médecin ou à qui que ce soit d'autre de décider à la place de Pier Giorgio Welby. C'est inscrit dans la Constitution. On ne peut pas administrer à un citoyen un traitement contre sa volonté. Pas question de cesser d'alimenter un malade, répond l'Église catholique, très influente dans la société et la classe politique italienne. Selon la pensée chrétienne, la vie ne nous appartient pas. La vie est propriété du Seigneur. Nous n'en sommes que les administrateurs. Prière et compassion sont donc la seule réponse du Vatican. Malgré la vive émotion suscitée par ce nouvel appel désespéré de Pier Giorgio Welby, le débat sur l'euthanasie reste extrêmement délicat en Italie, où le poids de l'Église catholique est déterminant. Et pour l'heure, l'Église s'oppose à toute législation sur cette question. Veillée funèbre au Chili, les partisans d'Augusto Pinochet ont défilé toute la journée devant sa dépouille exposée dans un cercueil au couvercle de verre. Le gouvernement, je vous le disais, a décidé que l'ancien dictateur n'aura pas droit à des obsèques nationales. Laurent Boussier. Un cercueil vitré laissant voir le buste d'Augusto Pinochet en uniforme de général. Plusieurs centaines de ses partisans qui viennent lui rendre un dernier hommage et à quelques mètres sa famille qui le veille. Toute la journée, la dépouille mortelle de l'ex-dictateur a été exposée dans le hall de l'Académie militaire de Santiago. À l'extérieur, une longue file d'attente. Pour eux, Pinochet est toujours un héros. Un grand homme nous a quittés, un homme qui a donné la liberté à notre pays, un homme qui savait comment diriger. Il nous a amené l'ordre et la tranquillité. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui ont célébré dans la joie la mort du vieux dictateur. Ici, le souvenir des quelques 3000 victimes de la répression est dans toutes les têtes. Pour tous les disparus et les détenus politiques, pour tous ceux qui ont été torturés dans ce pays, c'est un jour à célébrer.
Jusqu'au bout, Pinochet aura donc divisé les Chiliens. Hier après-midi et toute la nuit, des incidents ont opposé les forces de l'ordre à certains manifestants qui voulaient s'approcher du palais présidentiel. Affrontements violents, 43 policiers ont été blessés et une centaine de manifestants arrêtés. Ces dernières heures, j'ai vu des signes de division dans notre pays et je n'aime pas ça. Mais je sais aussi que nous aurons la force de nous redécouvrir les uns les autres. Les obsèques d'Augusto Pinochet sont prévues demain matin. Il aura droit aux honneurs militaires, mais pas aux funérailles d'un ancien chef d'État. La France accueille depuis des années des familles de victimes de la dictature. Pour elles, la mort d'Augusto Pinochet est à la fois un soulagement et une frustration aussi. Dorothée Oliéric, David Bazier. Tito Lopez vient d'accrocher sur la façade le drapeau chilien. Lui et sa femme Alicia ont été torturés à Santiago juste après le coup d'État. Alors pour eux, c'est jour de fête. Le caudillo est mort, une page va se tourner. Ils ressortent les photos, leur passé, leur tristesse aussi. Augusto Pinochet n'avait ni remords ni regrets, il n'aura pas de condamnation non plus. Et pourtant les photos des victimes sont toujours là. Et il est mort sans être jugé, il est mort sans donner de réponse à tous les crimes qu'il a commis. Beaucoup d'exilés chiliens avaient fait le voyage en Angleterre, c'était en 98. Le vieux dictateur était assigné à résidence, la justice essayait de le rattraper. Yasmine Menanto s'était déplacée en mémoire de son mari assassiné. Pour nous, c'est important qu'il soit jugé. C'est extrêmement important et c'est nécessaire pour le monde entier, ce n'est pas seulement que pour nous les Chiliens. Aujourd'hui, Yasmine a aussi exhumé son passé. Mais le décès de Pinochet n'a pas effacé sa colère silencieuse. Là aux cieux, je trouve injuste qu'il soit mort avec en toute tranquillité, comme quelqu'un normal, sans problème, toujours protégé, toujours bien soigné. Augusto Pinochet ne rendra pas de compte à la justice. En revanche, 17 militaires proches de l'ancien dictateur sont mis en examen et un procès se tiendra en France. Un jugement sera rendu par contumace. Pour les victimes, une satisfaction tout de même. En bref, encore à l'étranger, les 25 pays de l'Union européenne sont arrivés ce soir à un accord pour ralentir les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, déjà prévu pour durer 10 ou 15 ans. C'est la question chypriote qui est toujours au centre des différends. Le nouveau geste de défi de l'Iran, une conférence a commencé aujourd'hui à Téhéran sur la réalité du génocide juif. Parmi les participants, un ancien membre américain du Ku Klux Klan et beaucoup de révisionnistes, dont le français Robert Forisson. Le président iranien Ahmadinejad a qualifié, vous le savez, à plusieurs reprises l'Holocauste de mythe. Et puis à Gaza, les règlements de compte prennent un tour de plus en plus dramatique. Les 3 jeunes enfants d'un responsable des renseignements palestiniens, fidèles au Fatah, ont été tués par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à l'école. Au moins 60 balles ont été tirées dans la voiture conduite par le chauffeur. Pas de revendication, mais beaucoup accusent le Hamas. Il s'agirait de représailles après la tentative d'assassinat d'un ministre de la formation islamiste. En Grande-Bretagne, la valse aux milliards des rois de la finance. On estime cette année que les Golden Boys vont toucher des primes de plus de 10 milliards d'euros au total. La bourse ne s'est jamais aussi bien portée. Maryse Burgot, Roy Connelly. Des primes de fin d'année à donner le tournis. Derrière ces banques du cœur de la finance londonienne, 4200 personnes vont recevoir chacune une moyenne d'1,5 million d'euros. C'est certes proportionnel au talent et au temps passé au travail, mais c'est tellement ahurissant qu'à la City, le sujet est tabou. Il y a ceux que cela fait sourire et ceux qui se frottent les mains. Les agences immobilières adorent cette époque de l'année où elles font visiter les biens les plus extravagants. Cet appartement avec piscine sera immanquablement vendu à un financier bénéficiaire d'un gros bonus. Avec ces bonus, l'immobilier augmente de 10 à 15%. Donc oui, on attend toujours avec une grande impatience l'époque des primes. Même bonne humeur chez les diamantaires de la City. Aucun doute, cette bague à 1,5 million d'euros partira en février lorsque les fameux bonus seront versés.
Cette jeune femme a connu le luxe de ses primes extravagantes, mais elle a préféré quitter ce milieu dégoûté par la culture de la compétition. C'est tout à fait normal d'envoyer un email en pleine nuit pour prouver à quel point vous travaillez. Et c'est encore mieux d'y critiquer un des membres de l'équipe. D'ailleurs, dans ce film de Ridley Scott, qui sortira en France en janvier prochain, le héros grand Manitou de la finance finit par détester sa banque. Il décide de s'installer dans le sud de la France, sur un vignoble. Ces riches qui ne connaissent pas la crise, c'est aussi le thème de complément d'enquête ce soir à suivre à partir de 22h30 avec Benoît Duquesne. On reste dans l'économie avec une réforme en perspective pour les barèmes des hôtels. 2 étoiles, 3 étoiles ou plus, les critères devraient être modifiés. Nicolas Lemarinier, Édouard Bergeon, Sylvain Gauthier. Place Vendôme, un hôtel de luxe parisien. 170 chambres, autant de personnel. Ici, tout n'est que calme et volupté. Visite d'une suite, tout confort, avec le directeur. Il y a également très important les matériaux. Vous trouvez ici, ceci c'est de la soie. Vous avez également retrouver du bronze. Dans les salles de bain, alors vous retrouvez la pierre de Paris, qui est également une matière noble. Prix de la suite, 1 970 € la nuit. L'hôtel est classé 4 étoiles. Le même établissement implanté à Sydney ou Londres afficherait 5 étoiles. Alors d'où vient la différence ? En France, la notion de 5 étoiles n'existe pas. Et à la question pourquoi n'êtes-vous pas 5 étoiles, il faut commencer par expliquer que nous serions 5 étoiles si la catégorie existait, mais comme elle n'existe pas... Des bizarreries comme celle-ci, il y en a beaucoup dans l'hôtellerie. Au 1er janvier 2005, il y avait 18 114 hôtels en France, soit 604 235 chambres. 6 catégories, de 0 étoiles à 4 étoiles et 4 étoiles luxe, avec plus de la moitié de 2 étoiles. Ce sont les préfets qui déterminent le classement d'un établissement selon 3 critères principaux, la surface des chambres, le confort des sanitaires et la qualité de l'accueil, les langues étrangères parlées par exemple. Mais ensuite, pas ou peu de vérifications. Et au final, certains 2 étoiles peuvent être plus confortables que des 3 étoiles, aux grandes dames de la profession, comme ici, dans cet hôtel 2 étoiles, pas loin du parc Monceau, à Paris. Une fois qu'on a nos étoiles, effectivement, après, on n'est plus contrôlé. C'est ça qui ne va pas. Parce qu'un 3 étoiles il y a 10 ans ne vaut plus un 3 étoiles maintenant. Une classification dépassée, trop de labels différents. Je crois qu'une seule et même classification permettrait aux consommateurs, donc aux clients, de savoir à quoi il a droit et vers quel type de produit il se dirige. Hôteliers, agences de voyage et ministère du Tourisme réfléchissent en ce moment. Quels ingrédients, quelles recettes pour un système transparent et efficace? C'est promis, le cocktail parfait est pour bientôt. La grève à la SNCF suite, les fédérations Sudrail et Force ouvrière annoncent qu'elles reconduisent le mouvement des agents de conduite sur l'ensemble du réseau. La direction prévoit toutefois un trafic normal à 95%, mais il y aura des perturbations, notez-le, dans les régions Pays de Loire, Centre, Alsace et Auvergne, ainsi qu'à la gare Saint-Lazare à Paris. Ce sont toujours les horaires de services d'hiver qui sont en cause. Le coup d'éclat d'une entreprise franco-allemande, Eurocopter, filiale de ADS, a vendu plus de 300 hélicoptères de combat à l'armée américaine. Ce contrat de 2 milliards de dollars est une première. Patrice Pelé. Redstone est indien. Il prit et baptise du nom de sa tribu, Lakota, le nouvel hélicoptère de l'armée américaine. Le Lakota ou UH-145, premier exemplaire remis aujourd'hui, est une formidable réussite d'Eurocopter. Basée à Marignane, en partenariat avec les Allemands, elle a réussi un exploit, vendre 322 hélicoptères pour 1,5 milliard d'euros. Et voici comment. L'armée de terre américaine a lancé il y a 18 mois maintenant un appel d'offres. La compétition a été menée sur plusieurs mois, des périodes d'essai en vol ont eu lieu et in fine nous avons été retenus. Léger, rapide et capable d'emporter 10 passagers, voilà pourquoi il a séduit les Américains. Pour ce contrat, le choix s'est porté sur un appareil robuste et déjà en service, comme par exemple dans la police allemande depuis 4 ans. Pour décrocher la première place, Eurocopter a envoyé aux États-Unis plus de 50 vendeurs et plusieurs pilotes. Objectif, montrer les capacités de l'appareil en vol. Il y avait de la concurrence.
Lors de la première présentation, quand on l'a montré pour la première fois, on s'est retrouvé à 4 hélicoptères en vol en même temps. Il y avait un Bell, un Agusta, un MB et une autre marque privée américaine. Quand le pilote automatique est enclenché, on peut carrément lâcher le manche. Ça veut dire que le pilote peut alors faire autre chose plutôt que de piloter. Pilote automatique, un GPS comme dans une voiture, tout cela a favorisé la vente de cette machine qui va servir à de multiples missions. On va l'utiliser pour les évacuations médicales et la surveillance des États-Unis. Pendant qu'Airbus piétine avec son programme A380, que Dassault est à l'arrêt avec ses Rafales, avec Eurocopter aujourd'hui, la France retrouve un peu de fierté aéronautique. En bref, sur proposition du ministère de l'économie, Francis Maire devrait prendre la tête du conseil de surveillance de Safran. Le groupe, créé par le mariage de la SNECMA et de la SAGEM, fait face à une crise interne depuis plusieurs semaines. Éducation, une grève des enseignants à prévoir lundi prochain. Un mouvement national à l'appel de plusieurs syndicats devrait toucher les collèges et les lycées. C'est un projet de décret sur l'allongement du temps de travail qui est visé. Et voilà qui nous amène à la petite santé des élèves. Le premier trimestre est le plus long, près de 4 mois. Et les médecins le constatent, la fatigue se fait sentir. Laetitia Legendre, Alain Locasio. Allez voir se dépenser sans compter durant la récré. Pas simple de deviner les petits coups de pompe, les coups de blues de fin d'année. Caprice, manque d'appétit ou d'attention, certains signes pourtant peuvent alerter les parents. Il y a la fatigue du trimestre et puis le fait que le temps est humide et puis il y a une fatigue parce qu'en CP on apprend énormément de choses, donc ce qui fait que les enfants chopent beaucoup plus les microbes ambiants, quoi. Il prend des vitamines parce qu'il a du mal à se réveiller le matin et le soir on a beau le coucher de bonne heure, rien à faire. Car en mal de soleil et de lumière, les enfants râpent à plat, accusent le coup pendant l'hiver. Début septembre, 22 décembre, un trimestre de 4 mois que les 10 jours de vacances de la Toussaint n'auront pas suffi à alléger. Ils sont plus réceptifs à de petites maladies qui traînent et c'est vrai que du coup on a un taux d'absentéisme qui a augmenté. On a aussi une perte de luminosité qui est assez importante et du coup on a des petites journées. Il éternue pas mal, il éternue beaucoup. Des maladies de l'hiver, seule la bronchiolite a fait son apparition. La grippe et la gastro, ce sera pour plus tard. C'est la période de l'année où il y a ces vagues de virus qui arrivent et qui se répandent dans les communautés d'enfants, dans les crèches, dans les milieux urbains, que ce soit la bronchiolite, que ce soit la grippe, que ce soit la gastro. Un seul remède, du sommeil et encore un peu de patience. Dans 2 semaines, c'est les vacances. Un ténor en colère, c'est un fait rarissime. Le chanteur français Roberto Alagna a quitté la scène de la Scala de Milan en plein spectacle. Sa prestation dans Aïda avait été critiquée par la presse, sifflée par le public. Il a estimé que son talent était mal apprécié. Abdel Mostefa. Ça se passe dans l'un des plus beaux théâtres du monde, la Scala de Milan, devant un public qui connaît l'opéra sur le bout de la glotte. Le public a aimé les costumes, les décors, il a adoré la mise en scène, mais pas l'interprétation de Roberto Alagna. Sifflé, hué dès les premières notes, intolérable pour le ténor français qui quitte la scène. Avant même la répétition générale, ils avaient décidé que je n'étais pas bon, sans m'avoir entendu. Alagna boudeur, c'est sa doublure, Ravi, qui déboule sur scène en jean et chemise. Quand avez-vous su que vous alliez chanter? Quand on m'a poussé sur scène. Ça a été une mise à l'épreuve. Une belle épreuve. À la fin de la représentation, tout le monde a oublié qu'il y a eu un opéra. On ne retient plus qu'une tragicomédie qui s'intitulerait Scandale à la Scala. C'est choquant, il a tort. Pavarotti a été sifflé dans le rôle de Don Carlos, mais lui n'a pas quitté la scène. Les autres représentations se feront sans Alagna, définitivement remplacé par un autre ténor. Quant à la doublure, elle retournera en coulisses. Si vous aimez le rock, vous vous souvenez sûrement du groupe Trust. Son titre antisocial avait fait un carton dans les années 80. On parlait du AC/DC français. Et bien après 9 ans d'absence, la formation remonte sur scène dans toute la France. Olivier Lenuzza, Sylvain Gauthier. Au pied de la tribune, les fidèles reprennent leur tube de 1980. La haine de l'injustice. Après 9 années de silence,
Trust repart en tournée. Bonjour. Putain, on n'a pas de temps. Vendredi en Moselle, le lendemain à Lyon, avant de se produire ce soir à Paris. Trust, le groupe qui sut allier le rock pur et dur à la langue française. On va se mettre en condition, se préparer pour mettre le feu ce soir. Ils furent au début des années 80 le porte-drapeau de la contestation politique. Un jour de septembre 76, j'existais si peu. On pensait découvrir dans le public des spectateurs un brin nostalgique. Erreur. Comment tu as découvert Trust? Par mon papa. Grâce à mes parents. En écoutant, il m'a piqué les disques et... Les enfants m'ont retrouvé les disques et du coup ils les ont écoutés. Visiblement ils apprécient. Qu'est-ce qui vous plaît? La musique. Eux qui rêvaient autrefois de révolution lancent aujourd'hui un appel citoyen. Au-dessus de la scène, une banderole. Soulagez-vous dans les urnes. La violence urbaine, moi je la comprends sur le fond, pas sur la forme. Parce qu'aller brûler la voiture du voisin qui est dans la même misère, ça n'apporte rien. Mais le vote est un moyen de sanction, un moyen de réagir aux choses. Le groupe fêtera l'an prochain ses 30 ans. Trust a toujours la rage, plus antisocial que jamais. Sport football, 17e journée de Ligue 1 hier soir, les Parisiens y ont cru. Le PSG affrontait le leader Lyon, un partout jusque dans les toutes dernières minutes de jeu. Et l'OL a marqué 2 buts coup sur coup, victoire 3-1. But lyonnais signé Viltord, Chris et Malouda. But parisien de Paoletta, les Lyonnais décidément tout en haut cette saison. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est un but à la Pelé. Formidable coup d'œil de Taylor, milieu de terrain de Portsmouth. Et très belle exécution à 42 mètres des cages du gardien d'Everton. On le voit au ralenti ce but. Avant de refermer ce journal, une très bonne nouvelle que nous sommes heureux de partager avec vous. L'un de nos confrères journalistes chinois vient d'être libéré. Gao Qinrong, 51 ans, était emprisonné pour avoir dénoncé un scandale de corruption dans son pays. Il était parrainé par France 2 avec Reporters sans frontières depuis des années. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, 20h50, Sartre, l'âge des passions. Premier épisode avec Denis Podalides dans le rôle de l'écrivain. À demain.